la RFM. À la une de l'actualité, la requête en rabat d'arrêt introduite par les avocats d'Ousmane Sonko hier à la Cour suprême. Quelle chance de succès à suivre la tentative de réponse de Mohamed Ali Mouba. Élection présidentielle de 2024, le F24 dénonce des irrégularités dans le processus électoral. Vous entendrez le coordonnateur des forces vives de la nation, Mohamed Mbodj. Multiplication des initiatives de l'opposition pour la transparence de la présidentielle de 2024. Vous entendrez des analystes pour essayer de comprendre ce phénomène. Nous irons à l'Assemblée nationale où les députés examinent entre autres le budget du ministère des collectivités territoriales. Et puis dans notre rubrique Point de vue, nous débattrons de la situation économique et financière de la compagnie aérienne nationale Air Sénégal. Souleymane Niang. Je vous le disais dans les titres, quelles sont les chances pour le rabat d'arrêt introduit hier par Ousmane Sonko et ses avocats à la Cour suprême? Réponse dans cette analyse de Mohamed Ali Mouba. Sachez d'emblée que c'est peu probable ou possible. Lorsque la Cour suprême va statuer sur le rabat d'arrêt introduit par Ousmane Sonko et ses avocats, elle va siéger en nombre impair et ce sont toutes les chambres qui vont se réunir, les présidents de chambre et les assesseurs. À surveiller, la juge Aïssata Dialloba si elle va intégrer cette composition. La magistrate, souvenez-vous, avait refusé de signer l'arrêt concernant l'annulation de la décision du tribunal d'instance de Ziguinchor au motif qu'elle n'a pas participé au prononcé de l'arrêt. Question: le rabat d'arrêt est-il suspensif? Non, répond un expert contacté au téléphone. La loi dispose clairement que le rabat d'arrêt ne suspend nullement la décision prise par la Cour suprême. S'il prospère, eh bien, la décision de renvoi s'annule de droit. Mais comme le rabat d'arrêt n'est pas suspensif, le tribunal d'instance de Dakar à qui le dossier a été confié pour jugement n'est pas tenu d'attendre que le rabat soit examiné. En matière électorale, cela devrait aller très vite. Reste à savoir donc si les magistrats qui vont siéger à la Cour suprême en chambre réunie sont prêts à infirmer la décision rendue par le premier président de l'institution. Peu probable, nous indique une source. Le F24 face à la presse ce matin, les responsables des forces vives de la nation disent avoir noté beaucoup d'irrégularités dans le processus électoral. En premier lieu, ils citent la nomination des membres de la Sénat, le comportement de la DGE, la non-disponibilité du fichier électoral. Entre autres, le F24 demande à l'État donc de corriger ces irrégularités pour une élection présidentielle transparente. Le F24 a dans la foulée annoncé la mise en place d'une plateforme pour sécuriser l'élection. Un logiciel sera mis à la disposition des candidats de l'opposition. Écoutons Mamadou Mbodj, le coordonnateur, avec Mamadou Sy. Il faut permettre aux candidats et aux observateurs un accès permanent, direct et illimité au fichier électronique électoral à tous les stades. Il faut afficher les listes provisoires dans les communes pour donner aux électeurs la possibilité de vérifier la présence et la conformité de leurs données. Donc, sur le fichier électoral, il faut qu'il soit accessible à tous les stades. On a un fichier électoral consolidé, aucun candidat ne sait à quoi s'en tenir aujourd'hui. Il faut que ces fichiers soient mis à la disposition des candidats. La carte électorale, la publication de la liste, du nombre et de la localisation des bureaux de vote doit se faire à temps. Une campagne de communication par le gouvernement et la distribution des cartes d'électeurs dans les meilleurs cas. F24 fit l'ACOS à quelques encablures de la présidentielle de 2024. Beaucoup de mouvements et de coalitions sont lancés. Des analystes pensent que c'est pour mettre la pression sur le régime. Boubacar Dian. La dernière à voir le jour, c'est le FIT, le Front pour l'inclusivité et la transparence des élections, qui compte 35 membres, dont l'ancienne première ministre Aminata Touré. Elle vient gonfler les rangs du F24 et du mouvement des leaders alliés du candidat Ousmane Sonko, une façon de faire pression. Selon Pape Amadou Fall, il est le directeur de publication de la Gazette.
C'est dans cette démarche que l'on peut lire aujourd'hui toutes ces émergences qui font du bien dans la démocratie, mais je pense que mieux gérer tout cela, ce qui signifierait que les gens se parlent d'une certaine manière pour aller ensemble dans le bon sens. Et justement, pour ramer dans le même sens, Abdoulaye Mbow pense qu'il fallait unir les forces plutôt que d'aller en rang dispersé. Il est journaliste et analyste politique. Il y a, à mon avis, quelques problèmes liés justement au monitoring au sein de l'opposition. Je crois bien que la chose ou la démarche la plus pertinente, selon moi, aurait été de mettre en place une seule plateforme, une seule organisation qui va se charger justement, au-delà justement des combats politiques, qui va se charger également de tout faire pour que l'on puisse avoir un processus électoral beaucoup plus transparent. Par rapport au combat lié à la Commission électorale nationale autonome, par rapport au processus lié au parrainage et par rapport à la validation des candidatures pour éviter tout ce qui s'était passé justement au moment de la validation des candidatures durant la présidentielle de 2019. L'émergence de ces mouvements de l'opposition témoigne de l'échec de la coalition Yewwi Askan Wi. Pape Amadou Fall. Tout part un peu de l'éclatement de la grande coalition de l'opposition, ce qui a fait naître des frustrés. Et chacun, à sa manière, veut se positionner maintenant pour dire que nous sommes là et nous serons là pour être bien entendus. Pendant que l'opposition s'invente et se réinvente pour frapper fort en 2024, la coalition Benno Bokk Yakaar annonce des ralliements de grosses pointures de l'opposition dite radicale dans les prochains jours. RFM, l'info, c'est ici. L'info, c'est ici. Marathon budgétaire à l'Assemblée nationale, c'est la dernière ligne droite puisque la session sera clôturée demain, jeudi. Ce matin, les députés examinent entre autres le budget du ministère en charge des collectivités territoriales. En direct avec nous, Koumba Sandiane Faye, bonjour. Bonjour Souleymane. Où est-ce qu'on en est de l'examen de ce ministère et quelle est la teneur des débats? Voilà, donc les députés face au ministre Modou Diagne Fada qui est en charge donc des collectivités territoriales. Ils sont largement revenus sur la problématique des incohérences territoriales qui constituent, selon ces députés, une source de multiples litiges liés à la détermination imprécise des limites communales. Selon eux, cette situation plutôt découle principalement des découpages administratifs inappropriés. À ce titre, donc, ils ont relevé des incohérences, comme je l'ai dit. C'est le cas pour une partie de la forêt classée de Mbao, située entre Keur Massar et Mbao Souleymane. Le ministre a été aussi interpellé sur la réaffectation par décret du marché Boubès de Djiddah Thiaroye Kao à la commune de Wakhinane Nimzat, ainsi que sur la problématique de la gestion de la insalubrité des marchés par les communes. Souleymane, la grève des agents des collectivités territoriales a été aussi au menu des débats. Depuis un an, les travailleurs des collectivités territoriales sont en grève et ils réclament un meilleur traitement, je veux dire une augmentation des salaires. Et cette grève a ses conséquences sur l'état civil, entre autres. Les indemnités des adjoints au maire, une augmentation a été aussi demandée ici par les députés Souleymane. Je dirais la moitié des députés ont plaidé pour une revalorisation de ces indemnités, bien vrai que c'est une activité bénévole, mais ils disent que ce sont ces adjoints au maire qui font tout le travail, d'autant plus que les maires sont souvent des directeurs généraux, des ministres, donc ils s'absentent souvent de la gestion des collectivités territoriales. Souleymane, le PUDC, le PUMAN, la CEL, tous des projets pour le développement des collectivités territoriales ont été aussi au menu des débats. Ils ont parlé, les députés des maires arrêtés. De là, ils demandent une immunité. Ils parlent aussi d'une révision du statut d'élus locaux. C'est trop facile de prendre un maire et de le mettre en prison. Le parachèvement de la seconde phase de l'acte 3 de la décentralisation et sur le traitement de nouveaux domaines de compétences, tout ce qui a été débattu ici à l'Assemblée nationale. Il demande un bilan à mi-parcours de cette réforme, mais aussi parler des fonds de dotation.
c'est des efforts, bien vrai qu'ils ont noté des efforts par rapport à ces fonds-là. Donc le ministre est en train de prendre note et les députés espèrent que leurs préoccupations seront bien sûr prises en compte par le ministre Modou Diagne Fada Souleymane. Merci Koumassa Ndiane Faye et bien sûr nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Avant cela, la grève de 48 heures décrétée ce matin par le syndicat national des travailleurs de la justice, largement suivie à Fatick. Aucun papier administratif n'a été délivré selon le greffier en chef du tribunal de grande instance de Fatick et membre du bureau national du Sud-Just. Toumani Sané est au micro de Aminata Goudiaby. C'est un mot d'ordre de grève de 48 heures que vient de décréter le syndicat des travailleurs de la justice sur l'étendue du territoire national. Et cela pour s'insurger contre le sabotage orchestré dans la réforme du statut des travailleurs de la justice. C'est un statut vraiment que nous tenons qui nous tient à cœur et que nous voulons que l'État prenne ses responsabilités en nous rétablissant dans nos droits. Sans cela, le service public de la justice connaîtra encore des perturbations. La grève est très largement suivi au niveau national et au niveau local dans la région de Fatick, notamment dans les juridictions de Fatick, Gossas et Foundiougne. Aujourd'hui, les justiciables sont venus au tribunal, mais ils n'ont reçu aucun acte parce que tout a été renvoyé au vendredi. Peut-être que la sérénité, d'ici là, la sérénité va revenir dans les juridictions. Mais tous les actes ne sont pas délivrés, notamment les casiers judiciaires, les registres de commerce, les certificats de nationalité. 12h bientôt, 12 minutes à Ziguinchor, les établissements scolaires portent toujours les stigmates des émeutes de juin dernier. C'est le cas du CEM Boucotte-Est, saccagé et incendié à l'époque par des manifestants. Aujourd'hui, les autorités éducatives et les élus de les élèves de cette école située au cœur de la commune de Ziguinchor sollicitent sa reconstruction pour améliorer les conditions d'apprentissage. Lamine Ba. Des conséquences fâcheuses sur les prestations pédagogiques. C'est le cas du CM Boucotte-Est entièrement incendié par les manifestants à l'époque. Awambaye, président du gouvernement scolaire du dit établissement. Chères autorités, notre école a besoin de plus que de tables-bancs. Elle a aussi besoin de bâtiments, de sécurité et d'un minimum de confort. Nous vous prions de bien vouloir nous construire un collège digne de ce nom. L'inspecteur d'académie de Ziguinchor embouche la même trompette. C'était à l'occasion d'une cérémonie de réception de plus de 300 tables-bancs destinés aux écoles affectées par les émeutes de juin. Un geste de l'APIX et de son partenaire SECA. Monsieur le directeur général, ces abris provisoires qui sont en face de nous sont une preuve éloquente des conditions très difficiles dans lesquelles certains de nos élèves apprennent toujours. C'est pourquoi je fais mienne la demande de M. Conté, le principal du CM, pour solliciter une fois de plus l'accompagnement des partenaires pour la construction de salles de classe pour ce CM. Le directeur général de l'APIX a dénoncé l'irresponsabilité des actes de saccage d'écoles et promis que son institution va veiller à soutenir la réhabilitation des établissements impactés. C'est de l'irresponsabilité que de s'attaquer à des écoles, à des lycées, mais aussi à des universités pour des raisons que tout le monde ignore. Je voudrais vous dire, chers élèves, que nous serons toujours à vos côtés. Déjà, la SECA nous a dit que dans le cadre de la poursuite de cette collaboration, ils étaient disposés à déjà construire des salles de classe. La cérémonie de réception des tables-bancs a servi de tribune aux différents acteurs de l'éducation pour exhorter à bannir les actes de saccage d'écoles. Lamine Ba, Ziguinchor, Radio Futur Média. À Dinguiraï, dans le département de Bambey, c'est à l'occasion d'une cérémonie de réception d'une ambulance médicalisée que Saher Diop, le directeur général de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie, a promis d'intercéder auprès des autorités compétentes pour changer la situation de la majorité des villages qui composent cette commune et qui sont sans électricité. Il en a également profité pour inviter les femmes des zones rurales à faire la visite prénatale. Une de leurs priorités, Babacar Diouf. Dinguiraï, commune du département de Bambey dont le taux d'électrification n'a jusque-là pas dépassé les 30%. Saher Diop, directeur de l'Agence pour l'économie et la maîtrise de l'énergie, promet d'accompagner les populations. Leur interprète auprès des autorités du ministère du pétrole et des énergies pour l'extension du réseau électrique vers tous les villages de la commune et au-delà des villages du département de Bambey. Il procédait à la remise d'une ambulance médicalisée à la population de Tcheitou. Terroir natal de mes parents biologiques pour célébrer avec mes sœurs et frères la remise d'une ambulance médicalisée qui sera au service des populations de la commune de Dinguiraï, mais au-delà du département de Bambey. Saher Diop en a profité pour inviter les femmes à faire des visites prénatales
une priorité. Demandez à mes sœurs de Dingraï d'aller régulièrement vers les postes de santé pour les consultations prénatales pour garantir leur santé et celle de leur bébé. Cette ambulance remise au poste de santé de Tchaïtou va résoudre certaines difficultés liées à l'évacuation des malades vers les centres de référence. Bombay, RFM, Babacar Diouf. RFM, la radio de toute l'actualité. Retour à Dakar avec le plan Djahaï, un plan d'urgence qui visait à reloger les populations touchées par les inondations de 2005. Mais le plan n'est pas efficace comme le souhaitaient les personnes déplacées. Elles vivent aujourd'hui à Djahaï avec les eaux donc stagnantes, nauséabondes. Des habitants des quartiers 11B, 12B tirent la sonnette d'alarme. Reportage à Djahaï, Rokhaya Samb. Odeur nauséabonde, routes remplies d'eaux usées, cadre de vie presque détruit, tels sont les maux que souffrent les populations de Djahaï. Au quartier 11B, 12B, en passant par unité 9 et 10, le décor est marqué par la présence des eaux usées sur la route principale. Ce phénomène est dû au problème d'assainissement dans la zone, indique Moustapha Gassama, membre du conseil de quartier 12B. Actuellement, il y a des eaux au niveau de la cité gendarmerie et ces eaux-là sont pompées nuit et jour et déversées au niveau de cette route alors que cette route n'a pas de canalisation. C'est ce qui fait que c'est comme si on est toujours en saison de pluie dans ce quartier-là. Actuellement, on nous envoie n'importe quelle eau, des eaux usées et on est toujours inondé. Baba Gaimbach, délégué de quartier et le président du conseil de quartier, Mamadou Kanouté, revient sur les difficultés que rencontrent les habitants. Cette situation-là, c'est tellement dur, on a beau dire, mais on ne peut rien du tout. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour traverser difficilement? Maintenant, on est obligé, avec le conseil de quartier, pour collecter chaque maison. Ce que nous voulons, c'est qu'on nous règle ce problème. C'est vraiment difficile. Même pour traverser, c'est compliqué, surtout avec nos enfants. Ainsi, ces populations dans le désarroi demandent plus de considération et lancent un appel aux autorités. Moustapha Gassama. C'est un problème qui doit être entièrement pris en charge par l'État. Je lance l'appel à l'État à venir faire ce qu'il faut faire. Parce que quand même, Djahaï, c'est une contrée comme les autres contrées de Dakar. Donc, on a droit à un environnement sain pour vraiment soulager les populations. Ces pères et mères de famille sollicitent ainsi à leurs mères de porter le plaidoyer aux autorités compétentes afin de mettre fin aux problèmes de canalisation et d'assainissement dans ces quartiers de Djahaï. Évoquons cette polémique autour du projet Econ City à Mbodjen dans le département de Mbour. Le directeur général de la SAPCO apporte des précisions. Souleymane Ndiaye déplore le retard dans la réalisation de la cité futuriste, mais il souligne que le promoteur a promis de démarrer les travaux dans un mois. Le directeur général de la SAPCO, Souleymane Ndiaye, était l'invité des RFM Matin. Les gens disent que c'est Econ qui empêche aux investisseurs de venir investir au Sénégal, mais c'est faux. Parce que lui, il n'a que 55 hectares. Et Mbodjen fait 504 hectares en TF qui appartient à la SAPCO Sénégal. Donc, ce projet pourra continuer et les autres investisseurs également pourront venir investir. Maintenant, il y a eu un retard considérable avec le projet Econ City. Tout le monde l'a constaté. Et moi-même, en tant que DG de la SAPCO, lorsqu'on m'a nommé, lorsque j'ai pris service, j'ai effectivement envoyé une lettre de mise en demeure à Econ qui a pu verser ce qu'on appelle les droits d'entrée. C'était 1 milliard et quelques. Mais il ne suffit pas uniquement de payer le droit d'entrée. Le plus important, c'est de réaliser des projets d'infrastructure hôtelière. Le Sénégal en a besoin. Nous allons vers les JO 2026 et nous n'avons pas assez de réceptifs pour accueillir tous nos hôtes. Donc c'est important de construire des infrastructures hôtelières et j'avoue qu'il a démarré à faire les terrassements, le welcome center et ils nous ont promis de démarrer dans un mois le projet. Nous attendons parce que un mois ce n'est pas loin. Ils ont accusé beaucoup de retard et tous les Sénégalais l'ont constaté. Mais je pense que actuellement un mois c'est 30 jours. On pourra attendre voir ce qu'ils vont faire. Nous sommes là pour accompagner tous les investisseurs, que ces derniers soient nationaux ou bien des investisseurs étrangers. Notre intérêt ce n'est pas de les bloquer, c'est de les accompagner. Mais des fois également, il va falloir taper sur la table pour les booster. C'est uniquement ça. Ils vous ont donné des assurances? Ils nous ont donné des assurances fermes. Et nous attendons la suite. À 12h19, le reste de l'actualité avec les étudiants de l'université Alioune Diop de Bombay qui démarrent cet après-midi la semaine du martyr. Ils vont dresser des tentes devant le campus 1 pour exiger la réouverture des différents campus qui composent l'université Alioune Diop. Omar Mahawasen, le président de la coordination des amicales, est au micro de Babacar Diouf.
Nous avons décidé d'entamer une lutte. C'est une lutte qui est assez spéciale aujourd'hui parce que nous avons décidé de revenir au niveau de nos universités, de camper pendant une semaine que nous intitulons la semaine du martyr étudiant. Parce qu'aujourd'hui, nous allons sacrifier énormément de choses pour que nos universités soient réouvertes, pour qu'on puisse recouvrer ce droit-là à l'éducation. Il y aura aussi une marche pacifique qui va être organisée. Au bout de cette semaine, si nous n'avons pas de gain de cause, nous prévoyons passer à une autre étape. Nous n'excluons pas aussi une grève de la faim ou bien encore des méthodes beaucoup plus radicales, mais qui n'ont rien à voir avec la violence. Ça, nous tenons à le préciser. Mais nous voulons juste montrer aujourd'hui notre détermination que nous avons pour qu'on réouvre nos universités, pour qu'on puisse apprendre, parce que nous voulons étudier. Camper à l'air libre, c'est un peu dangereux. Est-ce que vous pensez aux intempéries? Oui, il y a énormément de dangers. Peut-être il y a les intempéries d'un côté. Actuellement, vous savez, nous sommes en période de fraîcheur. Aussi, d'un autre côté, nous sommes au bord d'une route nationale. À tout moment, quelque chose peut arriver. Mais si aujourd'hui, depuis plus de 2 mois, nous négocions avec les autorités de la manière la plus raisonnable pour qu'elles réouvrent nos universités, si elles ne veulent pas entendre raison, que voulez-vous qu'on fasse? Et puis les 3 personnes qui avaient été interpellées lors des manifestations survenues lundi dernier à Kidira dans le département de Bakel ont été appelées aujourd'hui à la barre du tribunal de grande instance de Tambacounda, poursuivies pour participation à une manifestation non autorisée et actions diverses. Baï Sissoko, l'entrepreneur Ibrahim Diallo et l'agent de sécurité El Hadj Ndiaye ont été condamnés par le tribunal à 6 mois assortis de sursis et à une amende de 100 000 francs CFA. Il faut rappeler que les habitants de cette commune frontalière avec le Mali avaient violemment manifesté pour réclamer de l'eau. RFM. L'actualité internationale. Le journal Inter avec vous, Georges Détié-Diop. Bonjour. Bonjour Souleymane. Expulsion de la Libye de plusieurs dizaines de migrants. Oui, des migrants subsahariens. Les autorités libyennes ont renvoyé hier près de 250 migrants irréguliers tchadiens et nigériens vers leur pays d'origine. Une expulsion dans le cadre d'une coordination entre les régions rivales libyennes. Le vice-président du conseil présidentiel libyen a indiqué lors d'une conférence de presse qu'il faut que les pays de départ et de transit coopèrent avec les pays de destination pour faire face au réseau criminel de trafiquants entre la Libye, le Tchad et le Niger. En Afrique du Sud, 11 employés d'une mine de platine ont perdu la vie hier dans l'accident d'un ascenseur qui les remontait à la surface à la fin de leur journée de travail. Le drame est survenu hier donc. 75 autres mineurs sont blessés. 14 d'entre eux sont dans un état critique. En Tunisie, l'opposante Amir Moussi a entamé hier une grève de la faim. Elle proteste contre ce que ses avocats considèrent comme une violation de ses droits à la liberté et à l'activité politique. Le mois dernier, un juge avait ordonné son emprisonnement après que la police l'avait arrêté à l'entrée du palais présidentiel. Au Mali, ouverture d'une enquête contre des chefs d'Al-Qaïda et des séparatistes Touareg. Une annonce du procureur de la République de la Cour d'appel de Bamako à travers un communiqué, une enquête pour notamment actes de terrorisme, financement terroriste et détention illégale d'armes de guerre. Plus de détails avec Boubacar Dieng. Boubacar Dieng qui n'est pas en place. Nous restons au Mali avec ce retour progressif de l'État noté à Kidal après la récupération de la ville aux mains des groupes armés et la nomination d'un nouveau gouverneur. Les premiers convois de militaires, de policiers et de la protection civile sont entrés dans la ville. Abdoulaye Zanga Ouattara. Environ 200 éléments composent ces contingents de la police et de la protection civile arrivés à Kidal. Pour les autorités en charge de la sécurité, l'arrivée de ces militaires à Kidal s'inscrit dans le cadre du renforcement de la présence des forces de sécurité. Ils assureront aussi le maintien de l'ordre dans la région, ajoute-t-elle. Mes hommes sont bien arrivés à Kidal, rassure le commissaire divisionnaire Mamadou S. Koulibaly, commissaire du 1er arrondissement de Kidal. Il indique par ailleurs que la mission qui leur a été assignée est de servir et protéger la population de la région. Le lieutenant-colonel Drissa Mariko, directeur régional de la protection civile de Kidal, abonde dans le même sens. Les autorités nationales annoncent également le déploiement dans les jours à venir de la garde nationale, la gendarmerie, l'administration et les services sociaux de base. Aussitôt après la reprise de la ville par l'armée, les autorités de transition ont nommé le général El Hadj Gamou, gouverneur de la région de Kidal, berceau de plusieurs insurrections séparatistes. Officier de l'armée malienne respecté pour avoir fait ses preuves
élève lors des grandes batailles contre les groupes armés du Nord. Il est reconnu pour sa loyauté à l'État du Mali. Ancien rebelle, il est toujours resté fidèle à l'armée depuis la signature des accords en 1990 qui a vu son intégration dans l'armée nationale. Zanga Abdoulaye Ouattara, Bamako, Radio Futur Média. La guerre au Proche-Orient pour terminer à quelques heures de l'expiration de la trêve. Les médiateurs internationaux s'activent pour obtenir un cessez-le-feu durable. Le secrétaire d'État américain Anthony Blinken est attendu en Israël et en Cisjordanie cette semaine. Hier dans la soirée, un 15e groupe de 12 otages, 10 Israéliens et 2 Thaïlandais, a été libéré par le Hamas. En échange, Israël a libéré 30 prisonniers palestiniens. Merci Georges Diop. Parole aux auditeurs. L'actualité, qu'en pensez-vous? Moi, je pense que vous devez. Réagissez dans nos éditions d'information sur l'actualité. Bonjour. Du lundi au vendredi, vous avez la parole sur RFM. Point de vue, dans une dizaine de minutes, nous débattrons de la situation économique et financière, voire sociale de la compagnie aérienne nationale Air Sénégal. Et pour ce faire, nous serons avec M. Omar Khassimoudia, directeur des transports aériens, ainsi qu'avec M. Mansour Diop, expert en transports aériens. RFM Sport. Le sport, c'est avec vous, Malal Junior Gagne. Bonjour. Bonjour, Souleymane. Éliminatoire de la Coupe d'Afrique 2024 chez les filles. Le Sénégal croise l'Égypte demain. Ce sera au stade Lat Dior de Thiès pour une double confrontation avec l'Égypte. Les Lions du Sénégal vont devoir jouer pour gagner la première manche dans le but d'aller finir le travail au Caire. Cher Tidiane Diagne s'est penché sur la préparation des Lions. Juste un dernier obstacle à franchir pour participer à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Et ça passe par l'Égypte. C'est une Birsek en charge du football féminin au sein de la Fédération sénégalaise de football. Nous avons démarré le rassemblement le lundi 27. Toutes les joueuses expatriées sont arrivées. Et hier, nous avons fait une séance d'entraînement au niveau du stade Lat Dior avec tout le groupe. Et aujourd'hui, la séance se fera au niveau du centre Youssouf Ndiaye de Guéréo. Et je pense que sur le plan organisationnel, tout est fin prêt. Et nous attendons juste le jour J demain, Inch'Allah Rabbi, pour faire notre match. Pour y arriver, les Lions doivent d'abord s'appuyer sur leurs forces face à des Égyptiennes qui feront l'essentiel pour rentrer au Caire avec un bon résultat. Ce match, nous comptons l'aborder comme on a fait depuis le début. Il n'y a pas de secret. Aujourd'hui, c'est une phase décisive. Tu gagnes, tu passes. Tu ne gagnes pas, tu t'arrêtes. Donc, on sait ce qui nous attend et je pense que les filles en sont très conscientes. Quart de finaliste de la dernière Coupe d'Afrique des Nations, barragiste au dernier tour de qualification pour la Coupe du Monde, les protégés de Mamoussa Cissé ont de réelles chances de prendre part à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations prévue au Maroc. Et ça commence par un bon résultat demain à domicile. Le football masculin avec la Guinée-Conakry qui risque de rater la Coupe d'Afrique des Nations de football. Le Sili pourrait ne pas disputer la CAN si les responsables du football guinéen n'arrivent pas à accorder leur violon pour mettre en place un nouveau comité exécutif pour la fédération guinéenne de football. La situation de la Fédération guinéenne de football inquiète vraiment les acteurs du ballon rond. Selon le journaliste guinéen correspondant de Canal+, c'est Loutata Diallo. C'est dommage qu'on en soit arrivé là. Beaucoup de déception quand même qu'on en soit là encore 2 ans après le début de cette crise et jusqu'à présent pas de porte de sortie. Donc beaucoup de déception parce que quand on voit la situation en Guinée en ce moment, au niveau du football guinéen en tout cas, les gens sont divisés, les gens se regardent en chaîne faïence et ça dégage parfois beaucoup de rejet, beaucoup de haine entre les différentes parties et ça n'augure rien de bon. Logée dans la poule C avec le Sénégal, la Guinée risque d'être exclue de la CAN Côte d'Ivoire. Et pour celui qui a bien suivi la conférence de presse peut se dire que voilà, c'est une menace à peine voilée parce qu'il a parlé de Cannes, il a parlé déjà des jeunes de l'équipe scolaire, champion d'Afrique en titre, qui ne peut pas défendre son titre parce qu'il n'y a pas de fédération, il n'y a pas de CONOR, qu'ils ne veulent pas installer de nouveau CONOR et donc il n'y a pas de possibilité d'avoir des signatures. Et les premières victimes, ce sont bien ces enfants-là. Selon toujours Loutata Diallo, pour éviter cette exclusion, il n'y a que l'État guinéen qui peut trancher. Les candidats
candidatures ont été arrêtées et pas mal d'observateurs disent que bon, il n'y aura pas de réouverture. Donc voilà, il va falloir s'entendre, mais pour cela, il faudra que les pouvoirs politiques se mêlent un tout petit peu pour ramener le calme et ramener tout le monde à la raison, parce qu'il y a la CAN qui arrive. C'est vrai qu'il y a un gros risque quand même pour la Guinée d'être exclue de cette Coupe d'Afrique des Nations. D'après l'émissaire de la FIFA à Conakry, Rolf Tanner, c'est le secrétaire général de la Fédération guinéenne de football qui va gérer les affaires courantes en attendant la mise en place d'un nouveau comité directeur. Ligue des champions, suite et fin de la 5e journée ce soir. Avec ses rencontres prévues à partir de 20h, Galatasaray qui joue contre Manchester United, Copenhague qui joue contre le Bayern de Munich. À noter également que Arsenal va jouer contre l'équipe de Lens, le Real reçoit Naples, Séville contre Eindhoven, Union Berlin contre Braga et Benfica Lisbonne joue contre l'Inter de Milan-Suleiman. Merci Malal. RFM, presse du jour. La revue de presse avec Mohamed Ali Mouba. Bonjour. À la une, réouverture de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, la sécurité d'abord, martèle le président Macky Sall. Il était le dernier à ne pas se pencher sur la crise de nos universités publiques depuis que les événements politiques de juin ont mis sens dessus-dessous notre temple du savoir. Et pour une sortie des plus attendues, elle a valu son pesant d'or avec le mérite de constater que le chef de l'État, son ministre de l'enseignement supérieur et le recteur de l'université de Dakar partagent les mêmes éléments de langage. Pas de cours en présentiel tant que les conditions de sécurité ne sont pas réunies. En effet, le chef de l'État a saisi hier la tribune de la Biennale de la recherche, de l'innovation et de l'industrialisation en Afrique, ouverte hier pour s'insurger contre l'instabilité et l'insécurité dans nos universités. L'université n'est pas un espace pour gladiateurs, mais un espace de réflexion, tempête-t-il dans le journal L'Info. Je n'ai pas peur des combats, je suis un homme politique. Quand il faut poser les problèmes, il faut le faire. Nous sommes à l'université et c'est ici que je vais les poser. Fin de citation. Paris vraisemblablement gagné pour le président, mais Rewmi Quotidien note que Macky a tout dit sauf l'essentiel. Il a occulté la question de fond, celle de la réouverture des universités. Mon confrère relève qu'il se contente de dresser des procès-verbaux sans plus de mesures. Ousmane Sonko va-t-il obtenir plus que ce qu'il a obtenu jusque-là à la Cour suprême? Réponse peut-être dans les prochains jours. Le juge suprême va statuer sur le rabat d'arrêt que ses avocats ont déposé hier. Mon confrère note qu'ils sont allés à la Cour suprême pour se plaindre et demander qu'on réexamine le verdict. Réponse peut-être dans les prochains jours quand le juge suprême va statuer sur le rabat d'arrêt que ses avocats ont déposé hier après que la Cour a cassé le verdict du tribunal d'instance de Ziguinchor. La décision rendue ce 17 novembre souffre de plusieurs et graves irrégularités, assure maître Larry Fouondé, conseil d'Ousmane Sonko qui s'épanche dans Vox Populi. L'avocat invoque l'urgence car certains candidats sont en pleine campagne électorale, côtoient les électeurs. Il n'y a qu'Ousmane Sonko qui est privé de ce droit. Le journal Les Échos soutient que les conseils du leader de ex-Pastef visent en tout cas, je cite, 5 péchés de la Cour. Ils espèrent donc un jugement fast-track, pointe sur ça. Quoi qu'il en soit, relève Sud Quotidien, le rabat d'arrêt, c'est la dernière carte d'Ousmane Sonko. Rabat capital signale du coup Bosby le jour. Les chambres réunies auront donc le dernier mot sur sa participation, note l'Observateur. Et cette descente musclée et inopinée de la police à la permanence de Bassirou Diomaye Faye, 3 personnes interpellées avant d'être relâchées. Grand Place vous explique tout en page intérieure. La gestion du pouvoir par les civils et cette leçon des militaires au Forum de la paix et de la sécurité qui se tient à Dakar. Bosby les jours note que les hommes en kaki prônent un seul mandat de 7 à 8 ans. Pourquoi? Eh bien, c'est pour éviter de s'éterniser au pouvoir avec comme conséquence la malgouvernance. Focus du quotidien sur l'exploit de nos soignants qui ont reçu des transplantations rénales. Le président de la République a reçu les équipes médicales. Sucré-salé du quotidien s'en félicite. À la une du journal Sourça, interception de navire contenant 3 tonnes de cocaïne par la marine sénégalaise. Révélations inédites du journal. Le navire s'appelle Ville d'Abidjan. Il a été intercepté alors qu'il voulait accoster dans le port d'un pays voisin. Une équipe de commando a été mise à contribution pour l'intercepter. L'équipage composé d'un Sénégalais présumé et de ressortissants de pays de la sous-région a été surveillé après un signalement. Titre du journal Le Quotidien, à pêche record de la marine, 3 tonnes de cocaïne saisies dans un navire étranger. Et puis, à la une du journal Stade Quotidien, Ligue des Champions, 5e journée ce mercredi, Manchester United joue sa survie, lance défi Arsenal. Naples pour tourner la page Garcia
Inter Sociedad, à duel à distance pour la première place. Nampalys Mendy vise l'exploit à Londres. Dans Sunu Lamb, recours de Lansar, le verdict est tombé. Le journal note que Siteu a été débouté. La victoire de l'Acte 2 confirmée. Question du journal, l'Acte 2 peut-il continuer à snober Franc? La réponse en page intérieure. Bon étoile à tous. Point de vue. Regard croisé sur l'actualité du jour. À 12h35, bienvenue dans notre rubrique Point de vue. Nous allons parler de la compagnie aérienne nationale Air Sénégal et des difficultés économiques et financières évoquées dans la presse, mais également à l'Assemblée nationale et dans d'autres espaces publics. Pour y voir plus clair, nous sommes avec M. Omar Khassimou-Dia, directeur des transports aériens au ministère des Transports aériens. M. Omar Khassimou-Dia, bonjour. Bonjour. Nous sommes également avec M. Mansour Diop, expert en transports aériens. Bonjour M. Diop. Oui, bonjour Souleymane, bonjour Khassimou. Alors, justement, on va commencer avec Omar Khassimou-Dia, directeur des transports aériens. Quelle est la situation nette actuellement de la compagnie Air Sénégal? Est-il vrai que la compagnie fait face à des difficultés énormes et qu'elle s'achemine vers la faillite? Bonjour, je salue tous vos auditeurs. Je voudrais déjà vous rassurer et rassurer tout le monde. Air Sénégal ne s'achemine pas vers la faillite. Il est clair que Air Sénégal traverse des difficultés. Il faut noter que, en fait, Air Sénégal, d'abord, est une compagnie jeune, une compagnie qui n'a que 5 années d'existence par rapport à ses concurrents comme Garam, qui a 66 ans d'existence, Air France 90 ans. Vous voyez que c'est une compagnie relativement jeune. Et ce qui s'est passé, c'est que Air Sénégal a été mise en service en 2018. 2021, on a la crise de la Covid qui impacte l'ensemble du secteur aérien. Beaucoup de compagnies dans le monde font faillite et les autres compagnies sont soutenues à coût de millions de dollars, voire de milliards de dollars. Donc, toutes les compagnies, après la Covid, ont connu des difficultés. Air Sénégal n'a pas échappé à la règle. Et l'État, avec la direction de Air Sénégal, sont en train de prendre toutes les mesures pour subjuguer en fait ces difficultés. Et on sent depuis un certain temps une nette amélioration, qui n'est pas peut-être perceptible forcément par le commun des mortels, mais en fait, les voyageurs le sentent, même si on ne voit que les trains qui partent en retard, les voyageurs le sentent. Au niveau aussi financier, on sent une très nette amélioration au niveau. Alors, parmi les améliorations, il y a le service, donc moins de retard, peut-être une meilleure qualité dans tout le processus client. Et au plan financier, on nous annonce une réduction des pertes d'exploitation. Mais le problème avec la compagnie, c'est une dette énorme. On parle de près de 70 milliards actuellement. Les pertes d'exploitation, ça veut dire que l'exploitation ne dégage pas des marges permettant de rembourser cette dette-là. Ça veut dire aussi un résultat net négatif, d'où le soutien de l'État. On annonce 4,7 milliards pour l'année prochaine. Dans ces conditions, est-ce qu'il n'est pas trop tard pour la compagnie, d'autant plus qu'on annonce des suppressions de liaisons, par exemple, avec les villes du sud de la Méditerranée en Europe, Milan et d'autres villes françaises. Enfin, Milan et des villes françaises. Ce qu'il faut savoir, c'est que le business des compagnies aériennes est ainsi fait. C'est-à-dire que les compagnies aériennes sont fortement capitalistiques, donc entendre des milliards ne doit pas vous étonner. C'est des entreprises qui sont très capitalistiques. Les marges dans les compagnies aériennes ne sont pas fortes. On oscille toujours entre moins 5% et plus 5%, en général, dans toutes les compagnies aériennes du monde. Maintenant,
quand vous êtes à moins 3% sur des milliards, ça fait beaucoup d'argent. Et c'est impressionnant quand on entend souvent les chiffres, même si je ne suis pas d'accord avec les chiffres que vous avancez, mais en fait, je ne rentre pas dans la guerre des chiffres. En tout cas, c'est ce qui est dit dans la presse. Oui. Mais je vous dis, moi, j'ai mes chiffres. Je préfère ne pas guerroyer sur les chiffres. Nous, on a les vrais chiffres. Effectivement, quand vous créez une compagnie aérienne, il faut un temps avant que cette compagnie ne s'équilibre. Et ça, c'est prévu dans le business plan de toute compagnie qu'on crée dans le monde. On ne peut pas créer une compagnie et dire qu'en 3 ans, 4 ans, ma compagnie va être rentable. Il n'y a aucun business de compagnie aérienne qui marche comme ça. Même les meilleures compagnies ne sont pas rentables au bout de 2-3 ans. Et c'est pourquoi, dans le business model de la compagnie, on prévoit en fait des déficits qui vont diminuer avec le temps jusqu'à ce qu'on atteigne le seuil de rentabilité au bout de quelques années. Voilà comment marche une compagnie aérienne. C'est une option de créer une compagnie pour un privé ou pour un État, mais en sachant comment marche le business. Maintenant, vous me parlez de suppression des lignes, mais ça c'est normal dans la vie d'une compagnie aérienne. Toutes les compagnies aériennes dans le monde ouvrent des routes, suppriment des routes. Vous savez combien de routes ont été supprimées, par exemple, en 2010 par la RAM? 11 routes. 11 destinations. La RAM a supprimé 11 destinations. Oui, mais sur je vous dis des dizaines et des dizaines d'autres, c'est marginal par rapport à l'ensemble des lignes. Non, c'est pas marginal. C'est pas marginal. Air Côte d'Ivoire est en train de supprimer des lignes. C'est la respiration d'une compagnie aérienne. D'accord, on reviendra avec vous tout à l'heure, s'il vous plaît. Je vais introduire Mansour Diop parce que ça fait un bon moment qu'il attend et ensuite je reviendrai pour vous pour la poursuite de votre développement. Mansour Diop, bonjour. Alors, quand vous regardez la trajectoire de la compagnie aérienne Air Sénégal depuis sa création et depuis le début de l'exploitation, vous êtes plutôt inquiet ou vous êtes plutôt rassurant comme le directeur des transports aériens, Oumar Khassimou-Dia? Oui, bonjour Souleymane, bonjour Khassimou, bonjour chers auditeurs de RFM. Oui, Khassimou a parlé de l'âge relativement jeune d'Air Sénégal, c'est vrai, 5 ans. Il a parlé aussi de quelques éléments perturbateurs que tout le monde a vu passer, notamment le Covid. Et il a également parlé des marges des compagnies aériennes qui sont effectivement plutôt faibles. Disons que les plus performantes tournent autour de 4 à 5% par rapport au chiffre d'affaires quand elles font des bénéfices. C'est vrai. Mais en tant qu'observateur, je n'ai pas évidemment les atouts de Khassimou qui a accès au compte d'exploitation d'Air Sénégal, qui a accès à son business plan, qui sait pourquoi ce qui est assez normal dans la vie d'une compagnie aérienne, c'est-à-dire supprimer des lignes, en remettre d'autres, etc. Mais tout cela, ça vient évidemment en réajustement du business plan auquel je n'ai pas accès. Mais en tant qu'observateur, je dirais simplement que beaucoup de modifications en termes de lignes, beaucoup d'hésitations, comme par exemple la ligne de New York qui allait jusqu'à Washington, ensuite suppression de Washington, bien sûr des opérations tout à fait justifiées en interne parce qu'ils ont les tenants et les aboutissants, et ils ont surtout les coûts financiers et également l'impact sur la clientèle. Que ce soit en Afrique de l'Est, en Afrique centrale, plutôt, on a vu, je crois, Libreville, etc. Et tout récemment, certaines villes de province en France, et je crois Milan aussi, et Barcelone, qui vont être supprimées, mais pour une solution à exposer, qui a été exposée par Air Sénégal, qui trouve que dans le cadre des accords avec d'autres compagnies, Air France notamment, il est concevable effectivement de passer à une desserte quotidienne de ces points-là via une autre compagnie.
Évidemment, dans chaque accord, vous avez des avantages et des inconvénients. Et ce qui peut paraître un peu difficile aux clients, c'est d'accéder à ces accords, code-share ou autres, que les compagnies aériennes connaissent bien et qui entrent effectivement dans l'équilibre des finances, en termes de marketing, peut-être capter davantage de clientèle, etc. Mais pour revenir à l'observation pure et simple, je vais dire, depuis 5 ans, effectivement, on a l'impression d'aller, retour, de va-et-vient. Voire de tâtonnement, parce que quand on regarde justement les créations, suppressions, est-ce que c'est aligné à la stratégie globale? Par exemple, je vous donne un exemple, l'acquisition d'aéronefs. Le ministre, si je ne me trompe, a annoncé la livraison l'année prochaine des avions. D'ailleurs, il s'est prévalu de la vétusté de la flotte du Sénégal pour une compagnie qui a été créée il y a 5 ans. Qu'on nous parle de vétusté de la flotte alors qu'on sait que les avions ont été achetés neufs et pour justifier les difficultés. Est-ce que vous avez une impression de cohérence d'ensemble, de stratégie bien pensée? J'entends bien des réajustements en fonction de la conjoncture, mais globalement, est-ce qu'il n'y a pas un problème structurel, un problème stratégique à Air Sénégal? Je suppose que la question est à moi. À tous les deux, mais à Mansour Diop d'abord, et ensuite Omar Hassimoudia, vous pourrez répondre à cette même question. Cette remarque va un peu dans le sens de ce que je suis en train de dire, c'est-à-dire qu'il y a une perception globale, mais vue de l'extérieur, où on se dit il y a des allers-retours. Est-ce qu'à la base, il y a des études vraiment sérieuses? Moi, je dis oui, certainement, parce que je crédite toujours ceux qui sont aux commandes de la bonne volonté et de la compétence. Mais vu de l'extérieur et à l'exécution de ces projets, on se pose des questions. Je donne un exemple sur la ligne de New York que j'emprunte souvent avec Air Sénégal. Le client, il est déçu de ne pas voir des équipages d'Air Sénégal aux commandes des avions d'Air Sénégal. Très souvent, vous tombez sur des avions affrétés dont la qualité intérieure, cabine en tout cas, laisse à désirer, par exemple. Donc là, ça pose dans le business le problème de signer des accords, soit, mais il y a certainement le problème de suivi et face à la clientèle, quelle est l'image que la compagnie donne. Et l'impression que ça me donne, c'est qu'il y a encore des efforts à faire dans ce sens-là. Mais vous parlez d'une stratégie globale qui, évidemment, doit comprendre tous les paramètres, y compris, par exemple, la flotte. Bon, c'est vrai que Air Sénégal a été victime, comme d'autres compagnies à travers le monde, comme Egyptair, par exemple, des performances de l'Airbus A220. Qui a été au sol, il y avait des problèmes de moteur, c'est pas de la faute d'Air Sénégal, je crois que c'est encore nos histoires d'Airbus et des liens particuliers que nos États ont avec la France, évidemment, mais l'A220, ça a été une catastrophe mondiale. Or, cet avion a été pris comme la base pour faire fonctionner le hub de AIBD. Donc, effectivement, il y a des problèmes de flotte, pas de vétusté, on peut en parler de vétusté, parce qu'Air Sénégal a eu la chance quand même de démarrer avec des avions neufs, sauf par exemple plutôt les Airbus A319 qu'il faut remplacer. Mais donc, les A320, les A330 Neo étaient achetés neufs. Voilà, a été absolument. l'une des premières compagnies. On ne peut pas parler de vétusté. Exactement. Quand il s'agit de la flotte long courrier, on ne peut pas parler de vétusté. A330 Neo, c'est le top, puis ça a juste 5 ans. Mais peut-être que Hassimou peut nous en dire davantage. Justement, lui qui a accès quand même, on va lui donner la parole pour qu'il nous dise justement, qu'il se prononce sur la cohérence d'ensemble de la stratégie relativement à l'acquisition de la flotte, aux lignes qui ont été ouvertes, notamment, et au positionnement de l'AIBD comme hub. Oui, donc merci et je remercie Mansour quand même qui a montré des talents de connaisseurs du secteur ou du dossier. C'est pour ça qu'on l'a invité. Voilà, mais je voudrais déjà dire que je ne suis pas d'accord avec une affirmation qui vise à dire
tout accord a des avantages et des inconvénients. Il y a des exceptions où on a des accords où tout le monde gagne. Si vous avez des avions, et c'est rare d'avoir un avion avec un taux de remplissage de 100%. Si votre avion a un taux de remplissage de 60%, ce qui est déjà très bien, et que moi, j'ai besoin de faire une destination que vous faites, je vous dis, je vous prends 20% dans votre vol, et vous, dans mes vols que je ne remplis pas, vous me prenez 100%. Ça, c'est des accords de partage de cotes, ce qui permet à ma compagnie, Air Sénégal par exemple, de pouvoir aller jusqu'à Barcelone avec un seul billet. Le client il achète un billet Air France et il transite par Paris, par exemple, il va à Barcelone parce qu'il y a une continuation, un accord de continuation et de partage de cotes entre Air France et nous. Ça, c'est un exemple vraiment de partenariat où tout le monde gagne. Et l'ensemble des compagnies cherchent à bâtir ce genre de partenariat parce que c'est tout bénéfice pour les deux compagnies. Malgré la concurrence, les gens peuvent qui est très gagner. Forte, avec Transavia par exemple sur la France. Transavia, c'est autre chose. Justement. Oui, j'entends bien, mais je souligne que la concurrence est rude actuellement et que c'est un élément perturbateur supplémentaire. Oui, pour les lignes d'Europe du Sud, ce qu'il faut dire, c'est que quand il y a eu la Covid et qu'on a vu que la situation se dégradait, on a commis un cabinet, le cabinet KPMG, qui a fait une étude et une analyse profonde de Air Sénégal. Cette analyse a débouché sur un plan de relance qui a été adopté en conseil présidentiel le 28 octobre 2022. Et l'ensemble des cadres du secteur ont stabilisé ce plan avant qu'il n'aille au niveau de la présidence. Et une des mesures, une des recommandations fortes de ce plan était de suspendre, je ne dis pas d'arrêter définitivement, mais de suspendre les lignes structurellement déficitaires. Et c'est ça qui a permis à la compagnie de résister. Parce qu'il y a eu des dizaines de compagnies qui n'ont pas survécu à la Covid. Vous savez combien Air France a reçu de l'État français? Énormément d'argent, je le confirme, effectivement. Le chiffre, il est faramineux. Il est faramineux. 15 milliards d'euros. Exactement. Je ne parle pas de 15 milliards CFA. 15 milliards d'euros. Donc, vous voyez comment les États ont tenu leur compagnie après cette crise de la Covid. Oui, mais en contrepartie quand même de mesures parfois très dures, notamment au plan social, etc. Omar Hassim Dia, je suis désolé, malheureusement, il ne nous reste plus de temps. Je terminais juste pour dire que ce plan de relance, c'est ce plan de relance qui demande de supprimer ces lignes qui sont structurellement déficitaires, mais à côté, il y a des points. On a eu une certification, la certification IOSA, qui est une certification donnée par IATA, qui donne un niveau de qualité et de sécurité important à Air Sénégal à tester. Voilà, malheureusement, on ne peut pas aller plus loin. Malheureusement, on continuera ce débat en Wolof tout à l'heure avec Fama John et Mansour Diop. Je suis désolé, j'aurais aimé vous entendre sur justement le choix de l'achat ou de la location des avions, parce que tout ça entre dans le cadre de la gestion optimale des compagnies aériennes, et que bien que ce soit une industrie extrêmement capitalistique, il y a moyen quand même d'éviter de capitaliser autant d'argent pour l'acquisition des aéronefs. Peut-être que cette question sera discutée en Wolof tout à l'heure. En tout cas, merci à tous les deux. À 12h53, c'est la fin de cette édition. Je vous remercie de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe qui l'a réalisé. Chef d'édition Awambaï et Barthélémy Ngom. À la mise en onde Abdoulaye Diop, Maïssa Mbaye au digital, à la production Alioune Ba. À 13h, vous avez rendez-vous avec Fama John pour le